menace le cosmos. Back to the future. On ne comprenne pas comment c'est foutu. Par contre, dans le monde ésotérique, on sait très bien comment c'est fait. On sait très bien que c'est fait de matière, c'est de l'éther. C'est quelque chose qui n'est pas reconnu par la science. La science nous pense avoir découvert quelque chose en disant énergie noire, matière noire. C'est l'éther et l'énergie éthérique. Quelque chose que Platon avait déjà découvert il y a presque 2500 piges. Donc, si vous voulez, la science d'aujourd'hui ne fait que découvrir ou redécouvrir. Elle n'invente rien. Hein, voilà. Donc, comprenez bien que tout ce que la science aujourd'hui vous sort comme brevet sont des brevets de découverte et non pas de création. La science ne fait que des découvertes. Le mot découverte veut dire on enlève ce qui couvre la connaissance. Excusez-moi, il y a quelque chose qui tourne tout seul. Les scientifiques ne font que des découvertes. Ils ne font que retirer quelque chose qui était déjà là avant. Quand on vous parle d'énergie en science, ils ne font que découvrir que l'énergie existe. Et vous savez, depuis longtemps, hein, les anciens se demandaient ce que c'était que les éclairs. Ils se demandaient ce que c'était que la chaleur géothermique. Ils se demandaient pourquoi il faisait froid, pourquoi il faisait chaud. Aujourd'hui, on sait expliquer ces phénomènes climatiques, on sait expliquer qu'il y a de la géothermie sous le sol, on sait pourquoi, on sait parce que la Terre, il y a un soleil central, hein, au centre de la Terre, il y a une boule de feu hein, qui est très chaude, on sait comment les planètes sont foutues, on sait à peu près les mesurer, on sait même à distance savoir la composition de l'atmosphère d'une planète, même très lointaine. On est capable de savoir des tas de choses là-haut dans le ciel, on est capable de savoir moins de choses sous nos pieds, sous le sol et sous la croûte terrestre, on ne sait pas vraiment grand-chose, mais voilà, on sait quand même mesurer certaines choses, on est capable de savoir que la Terre fait 44 000 km de circonférence, ou 40 000, je ne sais plus, c'est 40 000 ou 44 000, je ne sais plus. On sait bien entendu que les planètes ne sont pas plates, etc., etc. Malgré ça, et malgré toutes les accumulations de preuves scientifiques et mathématiques qui démontrent que la Terre est bien ronde, que les planètes sont rondes, que la Lune est ronde, que Jupiter, Saturne sont ronds, que les planètes gazeuses sont rondes, que le Soleil, qui est une étoile, qui est du gaz, est rond, malgré ça, et malgré le fait que l'on sache que les planètes telluriques aussi sont rondes, malgré ça, et malgré le fait que n'importe qui peut le vérifier avec une petite jumelle ou une longue vue ou une bonne paire de... Voilà, malgré ça, il y a encore des gens qui viennent sur Internet vous dire « Ouais, voilà, moi j'ai travaillé à la NASA, je peux vous dire que on s'est bien moqué de vous parce que la Terre est plate. » Mais les mecs, comment on peut être idiot au point de croire un truc pareil? Comment tu peux? J'ai même envie de te dire, comment peux-tu? Voilà. Comment peux-tu croire à toutes les conneries que tu entends sur Internet? Comment c'est possible? Tu te sers pas de tes yeux? Tu ne fais qu'écouter les gens alors. Donc c'est le dernier qui a parlé qui a raison, si je comprends bien. Celui qui parle le plus fort a raison. Celui qui va dire oh les gars, si la Terre elle était ronde, hein, eh ben l'eau elle serait pas plate, hein, parce que l'eau c'est plat, hein, l'eau ça se courbe pas. Voilà, avec des arguments pareils, des arguments d'enfants de 5 ans quelque part, 6 ans. Ça vous suffit pour dire et remettre en question tous les préceptes scientifiques qui démontrent que les planètes sont rondes, que la Terre est ronde, que l'atmosphère de la Terre en apesanteur forme une sphère parfaite, parce que tout ce qui est gazeux en apesanteur se met en forme sphérique. Et un truc que vous n'avez pas compris, c'est que la planète Terre, elle est tellurique, mais elle est entourée d'une atmosphère gazeuse. Et que quand une atmosphère rencontre l'apesanteur dehors, elle se met en forme sphérique, ce qui fait que depuis l'extérieur, la planète Terre est parfaitement sphérique, parce que c'est une atmosphère gazeuse. Ça, vous ne le comprenez pas. Alors, je ne pige pas ce qu'il y a dans vos tronches. Vous êtes tellement peu outillés intellectuellement, et je parle des platistes, hein, vous êtes tellement peu outillés intellectuellement, vous avez tellement peu de connaissances, et vous vous contentez de tellement peu de choses et de données que vous croyez n'importe quoi. Le dernier qui parle. Un jour, on va vous dire, tu sais, la Terre, en fait, en réalité, c'est un frisbee. Et il y a Dieu qui s'amuse à le balancer comme ça, à nous balancer dans le ciel. Un jour, il y a quelqu'un qui va dire ça et vous allez le croire. Mais je ne peux pas me tromper, Yazdine. On ne se trompe pas quand il y a des démonstrations mathématiques. On ne se montre pas. Déjà, est-ce qu'un platiste a déjà sorti une formule mathématique
qui démontrent que la Terre est plate. Réponse de Yazine, non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que parmi les platistes, il n'y a pas de mathématiciens, il n'y a pas de scientifiques, il n'y a que des crétins, des ignorants. Et c'est exactement la même chose dans le domaine ésotérique. C'est exactement pareil. N'importe qui peut débarquer, avoir fait un stage ou deux sur les corps subtils, sur la lecture d'aura, tu sais, des ateliers en 2 jours comme ça, où les mecs t'apprennent à lire les auras, tu vois, ils te mettent dans une pénombre, tu as vu autour du corps, on voit un halo, donc tu vois, alors tu fais ça pendant 2 jours, et derrière tu sors, et tu crois que tu es spécialiste des corps subtils, tu vois. Il y en a plein comme ça, mais Internet n'est rempli que de gens comme ça, que de faux prophètes ignorants, qui font des petits stages, qui vont payer 200 € de temps en temps, ou alors ils font un stage d'hypnose, ou un stage de ci, ou un stage... Et ils se considèrent comme psychothérapeutes ou comme thérapeutes, mais pas du tout, quoi. C'est pas ça, les amis. Les amis, si vous voulez parler énergétique, si vous voulez parler spiritualité, ça s'étudie. Ça s'étudie. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a passé sa vie à étudier. Pas sa vie à croire ce qu'on lui dit. Tu vois? Par exemple, sur Donald Trump, servez-vous de vos yeux, servez-vous de votre intelligence. Donald Trump est la marionnette de l'État profond, talmudo-messianique. Point final, il n'est rien d'autre. Et c'est un clown. C'est un Zelensky américain. C'est tout. Et vous avez beau dire ce que vous voulez. Moi, je l'ai vu. Donc, je vous explique. Mais vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Allez vérifier si ce que je viens de vous dire est vrai. Est-ce qu'il est vrai que les États-Unis viennent de dépasser les 38 000 milliards de dettes? Allez-y, allez vérifier. Vous allez voir si je dis bêtises. C'est quand même la plus importante, Nicolas. Ensuite, c'est idem pour tout le reste. La Terre est ronde, on le sait depuis au moins 2200 ans. Au moins. Ça a été démontré scientifiquement depuis 2200 ans par Ératosthène, et il l'a démontré lui-même avec un chameau et une planche. Alors vous allez me dire comment il a fait. Ben, je vais vous expliquer comment il a fait. Vous expliquer. Bon, j'ai un bol qui n'est pas propre, mais c'est pas grave. Mettons que ce soit la moitié de la Terre. Une demi-terre. Bon, il était en Égypte. Il a dit, voilà ce qu'on va faire. On va planter un drapeau à la même heure. Une personne va le faire à Luxor et 800 km plus au nord, au Caire ou à Alexandrie. Alexandrie, je crois. Donc 800 km entre les deux. D'accord? Il a dit, on va planter un bâton. Plante un bâton, comme ça, bien comme ça, ici à Luxor et à la même heure, à Alexandrie. 800 km plus au nord. Et ils se sont rendus compte de quoi? Que l'ombre du bâton n'était pas la même ici que ici. Parce que ici, c'est comme ça par rapport à la surface, vous voyez? Alors qu'ici, bah, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Si on veut rester bien perpendiculaire à la surface. Résultat des courses, le rayon solaire projetait une ombre d'une certaine angulation à Luxor qui n'était pas la même de l'autre côté. Et comme il y avait 800 km d'écart, il a calculé l'angulation par rapport au kilomètre et il en a conclu que la Terre devait faire à peu près 40 000 km de circonférence, ce qui est tout à fait vrai puisque ça a été corroboré par tous les calculs mathématiques depuis le temps. Voilà, mais ça, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas dire attends, c'est faux. Non, ben, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais aucun platiste qui est allé à Luxor et à Alexandrie en même temps et qui a refait l'expérience. Il n'y en a jamais un seul. Parce que vous êtes des abrutis et vous croyez n'importe qui. Voilà. Et cette démonstration-là, elle est implacable. Tu ne peux pas revenir là-dessus. Ça prouve que la Terre est sphérique et qu'elle a cette circonférence-là. C'est tout. Tous ceux qui vous disent d'accord, Jim, elle est peut-être ronde, mais elle ne fait pas la circonférence qu'on nous dit. Si. D'accord, Jim, elle est peut-être ronde, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Derrière le mur de glace, il y a une autre Terre. Non. 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 Et non. Voilà. La Terre, elle est sur un axe. Elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Ici, il y a un pôle de glace en nord. Ici, il y a un pôle de glace au sud. Ici, c'est un océan glacé. Ici, c'est un continent glacé. Point. Voilà. Et la Terre bascule de temps en temps. Elle change de son axe. Des fois, elle bouge.
Et quand elle va bouger la prochaine fois, bon, on ne sera plus là pour s'engueuler sur le thème du platisme, je vous assure, il n'y aura plus personne. Voilà. Parce que quand la Terre va changer d'axe, bah, elle va se nettoyer. Hein. Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui s'imaginent qu'à cause de l'humain, par exemple, la Terre se réchauffe, c'est faux. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. La Terre ne se réchauffe pas à cause de l'activité humaine, elle se réchauffe à cause de l'activité solaire, puisque c'est visible dans tout le système solaire. Apparemment, il y a de la glace qui recule sur Mars, il y a aussi, etc., etc. Donc, non, non. Regarde, il y a Marie-Antoinette qui essaie de me faire croire que je ne réfléchis pas. Elle écrit « Jim, la Terre tourne à 1600 km/h. Réfléchis. » Et alors, Marie-Antoinette, qu'est-ce que tu essayes de démontrer? Allez, bah, vas-y, oui, Marie-Antoinette, mes amis. Alors, je croyais qu'on lui avait coupé la tête, mais elle est toujours là. Alors, Marie-Antoinette, allez, explique-nous. La Terre tourne à 1600 km/h. D'accord. Et donc, si la Terre est en rotation, pour utiliser des avions pour se déplacer, oui, et alors, vas-y, non, mais vos questions sont tellement ridicules. Parce que quand vous posez les questions, vous ne réfléchissez même pas à la question que vous posez. Vous croyez que vous allez me piéger avec des questions de merde pareilles? Mais la Terre tourne à 1600 km/h. Mais vu la taille de la Terre, on ne perçoit pas cette rotation. On ne la perçoit pas. Elle n'est pas perceptible pour nous. C'est ça que vous ne comprenez toujours pas? Il lui faut 24 heures pour tourner sur elle-même. Ça, vous le savez quand même. On ne perçoit pas le mouvement rotatoire de la Terre. On ne le perçoit pas. Putain, mais c'est quand même dingue. Si tu veux aller voir comment tu peux éventuellement démontrer que la Terre tourne, tu vas. Alors attends, je vais vous donner un tuyau et vous allez aller vérifier. Mais la Terre, elle est ronde mathématiquement, c'est démontré, point. Mais écoutez, je vais vous donner un truc simple. Vous allez. Attends, parce que je ne me rappelle plus du nom, je vais aller chercher en direct. Comment s'appelle ça, vous savez, peut-être que quelqu'un d'entre vous sur le chat le sait, il y a un endroit dans Paris où il y a un fil qui est suspendu avec un plomb en bas et c'est un balancier comme ça qui ne touche pas le sol et au sol il y a la représentation des 24 heures, en rond donc. Et donc à chaque minute, ce balancier fait comme ça un grand aller-retour. Vous savez où c'est ou pas? Vous savez où c'est ou pas? Quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un sait où c'est? Oui, c'est à Paris, je viens de le dire. Je ne sais plus où c'est exactement. Il y a un énorme balancier avec un plomb, donc il y a une ficelle avec un plomb, donc ça peut pas être influencé. Et donc, si vous voulez, eh bien, comme ça ne bouge pas, c'est toujours le même mouvement. C'est ce qui est en dessous qui tourne. Et en fait, la pendule de Foucault. Merci. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ben, c'est gentil. Merci de pendule de Foucault. Voilà. Alors, non, mais attendez, bouge pas. Mais ne bougez pas, mes amis. Je vous ai dit, je fais la guerre à la bêtise et à l'ignorance. Donc, je vais vous aider. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions, tu vois, d'enfants. Ce qui est normal. Parce que vous êtes des enfants de 8-9 ans dans le domaine de la science. Vous êtes des enfants. Vous n'avez jamais étudié. Donc, pendule de Foucault. Merci pour la personne qui. Voilà, parce que moi, j'ai toujours un problème avec les noms. Voilà, la pendule de Foucault. Alors, explication, pour ceux qui ne. Toujours au musée des arts et métiers. Voilà, c'est le musée des arts et métiers, c'est ça que je cherchais. Allez, je vais vous partager. Non, mais attendez, les amis, vous n'allez pas y couper, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas percevoir les 1600 km/h de la rotation terrestre. D'abord, primo, ce chiffre n'est exact qu'à l'équateur. D'accord? Toujours au musée des arts et métiers. Et Cédric Mastellari, qui est notre guide VIP au jeu de Foucault. Alors, il a essayé de me faire croire tout à l'heure qu'avec ce petit machin, oh là, qu'est-ce qu'il fait? On allait enfin comprendre le phénomène de la Terre qui tourne. C'est bien ça, Cédric? Comprendre, non, mais normalement, on devrait voir tourner la Terre. C'est ainsi que Léon Foucault, son créateur, en 1851, avait invité l'Académie des sciences à assister à sa démonstration. Alors, ça peut paraître très étonnant. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Levez-vous, on va laisser la caméra se mettre dans l'axe, parce que si je comprends bien, il faut qu'elle se filme à peu près comme ça, pour voir. Et nous, on va se mettre en face.
Ça ne tournera jamais. Voilà. Alors là, l'idée, c'est que vous avez lâché. Donc ça doit logiquement faire des allers-retours en ligne droite. Ça fait des allers-retours, effectivement, en ligne droite. Mais il y a quelque chose de très particulier, en fait. Évidemment, la Terre tourne en ce moment même. Mais tout tourne. L'Église, les personnes qui sont autour de nous, vous, moi et le pendule. Sauf une petite chose du pendule, elle ne suit pas le mouvement rotatif de la planète. C'est sa direction de balancement, sa direction d'oscillation. Vous imaginez que nous ayons lâché ce pendule en direction d'une étoile très lointaine. Eh bien, le temps de cette expérience, le pendule tourne en même temps que la Terre, mais sa direction d'oscillation, elle, ne va pas changer. Alors, pour essayer de le visualiser, voilà ce que nous allons faire. Vous imaginez que nous avons un petit pendule. Nous allons faire une accélération de l'expérience, en fait. Vous imaginez que je lâche le pendule en direction d'une étoile, n'importe laquelle, pardon. Je le lâche. Voilà. Et maintenant, je simule la rotation de la Terre sur elle-même. Et vous remarquez bel et bien que la direction du pendule, elle, ne change pas de direction. On dit que le plan d'oscillation d'un pendule est fixe. Ah, ça, c'est balèze. Effectivement, là, c'est clair, on le voit bien, oui. Alors maintenant, comment peut-on voir la Terre tourner? C'est très simple. C'est l'opposition de deux mouvements. La direction du pendule qui essaye de demeurer toujours et encore la même, et que fait la Terre en ce moment? Eh bien, elle tourne. Donc, de cette opposition de mouvement, il va y avoir un espace qui va se créer. Et cet espace, eh bien, on le voit ici par la chute de ces quilles. Alors maintenant, pour expliquer la chute de ces quilles, il y a deux solutions. Soit c'est le pendule qui est allé vers les quilles, et ce n'est pas possible, comme on l'a vu ici, sa direction ne variant pas. Il nous reste qu'une seule solution, ce sont les quilles qui se sont déplacées en direction du plan d'oscillation du pendule de Foucault, de son sens d'oscillation. Et si ces quilles se sont déplacées, eh bien c'est tout simplement parce que la table, vous-même, l'Église, Paris, avait continué de tourner en même temps que la Terre sur elle-même. Et c'est ça que va montrer Léon Foucault sous la voûte du Panthéon à partir de 1851. Plus besoin de regarder les étoiles, plus besoin d'avoir de lunettes astronomiques chez soi. C'est ça, son coup de génie. Grâce à ça, effectivement, on démontre le mouvement de la Terre. On le montre plus qu'on ne le démontre, en fait. C'est une expérience pensée simplement par heure, en même temps qu'on tourne à une vitesse qui est proche des 1000 km par heure en même temps que la Terre. On tourne à 1000 km par heure et on ne le sent pas, heureusement. Mais là, oui. Là, on va le voir. C'est ça qui a fait le succès parisien de l'expérience. C'est ça qui va faire le succès mondial de cette expérience. 1 an et demi plus tard, il y a 150 pendules qui oscillent ainsi dans le monde. Incroyable. Alors là, regardez, effectivement, si on se met bien dans l'axe, depuis tout à l'heure, le pendule est en train d'osciller et il se rapproche de plus en plus des petits pylônes. Ça, chaque expérience, 7 heures, tous les jours. La grosse aiguille du pendule qui se rapproche petit à petit des quilles. Dans ce cas-là, on ne tirer qu'une conclusion. Alors, non, dans quelques instants, pour la fin de cette émission, nous serons de nouveau en compagnie du directeur. Regardez, il va la faire tomber. Voilà. Ah, et ça, c'est de la synchro. C'est parfait. À tout de suite, les amis. Bon, ça va, c'est assez clair pour vous Ouais. Ça y est, c'est bon. Vous avez compris que la Terre tourne ou non? Et que non seulement elle tourne, mais qu'elle tourne à une vitesse tellement imperceptible pour nous qu'on ne le sent pas. C'est ça qui est terrible. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous avez un problème de cerveau. Donc, il ne faut pas vous faire picouser par des trucs à l'ARN messager parce que ça vous ralentit visiblement les neurones. Si vous n'arrivez pas à comprendre que la Terre tourne avec cette simple démonstration, il faut vous acheter une cervelle. Voilà. Vous allez chez Lidl, vous choisissez une poule ou une dinde, vous lui prenez la cervelle et puis vous vous faites opérer, vous changez votre cerveau, vous mettez une cervelle de poule. Ça marchera mieux, je pense. Parce que vous êtes des imbéciles. La science, c'est quelque chose qui s'étudie. La science, c'est quelque chose qui se démontre. C'est pas quelque chose qui fait on ouvre un compte YouTube, allô, la Terre est plate, parce que comme la Terre tourne sur 1600 km/h, si on était vraiment dessus, on sombrerait, réfléchis enfin. T'as jamais fait du manège?
Ah, si tu ne te tiens pas, t'es éjecté du manège. Ça s'appelle la pince centrifuge. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Vous ne le percevez pas. Vous ne percevez pas la rotation de la Terre. Vous ne le percevez pas. De plus, vous êtes cloué au sol par l'attraction terrestre qui fait qu'on est tous attirés à la même force par le centre de la Terre. Quelque chose que vous ne comprenez pas non plus. Non, c'est pas possible qu'elle soit ronde. Sinon, la Terre, l'eau, elle partirait dans le vide. Non, l'eau, elle part pas dans le vide. Tu as remarqué que l'eau, elle est partout pareil. Tu as remarqué ou pas, non? Tu pas remarqué parce qu'elle est également attirée vers le centre de la Terre. L'eau aussi. Eh oui, si elle se courbe au bout d'un moment, bah si. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis obligé de me moquer de vous parce que, en fait, vous avez jamais. C'est là que je vois qu'il y a une. On voit depuis cette histoire de Terre plate. Je ne sais pas quand est-ce que le buzz de la Terre plate a été lancé. Je dirais à peu près une quinzaine d'années. Hein. Et ça correspond avec l'arrivée des tablettes, des smartphones. Ça correspond aux réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a une véritable dégénérescence intellectuelle, une dégénérescence, mais mentale, clairement. Il y a une dégénérescence mentale. Voilà. D'accord? Donc, Pierre Gadi, tu vas aller voir tes copains et tu t'en vas d'ici, tu n'as rien à faire ici. Tout ce que tu as à faire, c'est me dire merci. Tu ne peux rien me dire d'autre. Je ne t'autorise pas à dire quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. C'est clair, c'est réglé, comme ça, bon, c'est clair. Parce que je suis en train d'essayer d'expliquer aux gens qui ont raté des années d'études et qui n'ont jamais étudié des choses évidentes comme l'astronomie de base, au moins le système solaire, combien de planètes il y a dans le système solaire, etc. Au moins ça. Allez, Marie-Antoinette, tu vas aller réfléchir à tout ça dans tes toilettes, d'accord? Au revoir à Marie-Antoinette. Ah, parce qu'elle devient insultante, donc ça va 2 secondes. Tout autour, il y a un mur de glace, et puis on ne peut pas y aller parce que c'est interdit d'aller voir. Si tu vas voir, la police va te renvoyer d'où tu viens, vers le centre, donc. Et heureusement qu'il y a le mur de glace, parce que sinon, les océans tomberaient dans le vide. Ça leur va bien. Alors, d'accord. Et les fuseaux horaires, comment tu les expliques? Comment tu les expliques, les fuseaux horaires? Ah ben c'est le soleil, c'est un faux soleil, c'est une grosse lampe, elle tourne autour du plateau. Et quand elle arrive chez toi, c'est l'heure où il fait chaud. Après, elle se déplace, alors tu vas avoir moins chaud, il va faire moins jour. Donc il va faire plus jour là-bas. Et t'imagines la taille de la fausse étoile, t'imagines la taille du plateau, t'imagines la taille de la poulie qui tient la fausse lampe, et t'imagines la puissance de la fausse lampe pour t'éclairer et te chauffer. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir? C'est dingue. En fait, si tu veux, c'est aberrant le degré de connerie dans lequel aujourd'hui on est en train de tomber. Hein. Donc, moi, vous savez, vous faites comme vous voulez. Je vous ai donné une adresse, le Musée des Arts et des Lettres. Allez regarder la pendule de Foucault. Allez vous renseigner pour essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Pourquoi on change d'heure? Alors, est-ce que vous imaginez un petit peu le reste? Le reste. Yacine, fais un effort. Retourne à l'école, fais des études. Voilà. Je ne suis pas moi, je ne suis pas ton prof de sciences physiques, je ne suis pas ton prof de maths et je ne suis pas ton prof d'astronomie. Va étudier. Voilà. Achète des livres d'astronomie, achète des livres, commence à lire, tu vois, c'est la base de tout étudiant. Achète des livres et recommence depuis le départ. Aristote vous dit, nous sommes faits, donc je répète, d'eau, de feu, de terre, d'air et de E. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on se fout de sa gueule, mais c'est parce que aujourd'hui, toujours, les scientifiques ne comprennent toujours pas comment on est fait. Ils ne comprennent pas. Ils s'imaginent toujours qu'on est fait uniquement de chair, d'eau, donc, et puis de l'air dans les poumons. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du gaz dans le système sanguin, le système respiratoire. Il y a effectivement de l'eau parce qu'on est composé à presque 70% d'eau. Et effectivement, on est composé de matière puisqu'il y a les os, les muscles, les tissus, etc. Mais ils ne comprennent pas, les scientifiques, le sang, ça fait partie de l'eau, mon ami. Ils ne comprennent pas, les scientifiques, qu'il y a une énergie qui permet de vitaliser tout ça. S'il n'y avait pas d'énergie, on serait qu'un cadavre, on serait qu'un corps
un corps justement fait comme celui que vous voyez, c'est-à-dire on serait qu'un corps de matière avec encore son eau à l'intérieur et encore son air dans les poumons. Mais on serait qu'un corps mort s'il n'y avait pas quelque chose qui vitalise ce corps. Or, qu'est-ce qui vitalise le corps? C'est une énergie. Et qu'est-ce que l'énergie à l'époque des Grecs? Un feu. Eh bien, un feu. Voilà. Et donc, Aristote a totalement raison quand il dit qu'on est fait de terre, d'eau, d'air et de feu, parce qu'on est mu par une énergie dont ils ignoraient à peu près tout à l'époque, mais qu'ils avaient appelé l'éther. Et c'était très bien vu parce que l'éther, justement, est un terme qui est repris en ésotérisme et en occultisme. Parce que l'éther est ce qui compose et ce qui permet à la forme d'exister. Rien n'existe qui ne soit fait d'abord sur un moule éthérique, c'est-à-dire en matière énergétique, c'est-à-dire en énergie pure, c'est-à-dire en éther. Rien n'existe. Rien. Toutes les formes que vous connaissez, que vous voyez devant vous dans le monde entier, l'univers, a d'abord sa forme dans l'énergétique, c'est-à-dire dans l'éther. D'abord, s'il n'a pas un moule, la matière ne peut s'agréger de manière intelligente. C'est-à-dire, les molécules ne peuvent s'agréger de manière intelligente. Ça ne peut pas former une forme précise s'il n'y a pas un moule à la base. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Par exemple, il y a un moule énergétique et éthérique pour les corps physiques humains, il y a un moule pour les corps physiques énergétiques d'un labrador, un autre pour un teckel, un autre moule énergétique pour un chat, un autre moule énergétique pour un oiseau, pour un autre mammifère, pour des végétaux. Tout existe d'abord dans l'éthérique. D'abord, avant toute chose. On est avant toute chose des êtres énergétiques. Avant toute chose. Et encore, je ne parle que du corps. Je ne parle pas de notre conscience, je ne parle pas de notre nature émotionnelle, je ne parle pas de notre nature mentale, et je ne parle pas de notre nature christique qui est encore d'une autre nature. Mais tout ceci s'emboîte, si vous voulez. On est un système de poupées russes, et la dernière poupée russe, celle qui est la plus grosse, celle qui contient les autres, c'est notre corps physique. Ce corps physique, s'il n'est pas vitalisé par une énergie, il n'est qu'une boîte de poupées russes qui ne bouge pas. Un corps fait en bois, un corps fait en ce que vous voulez, mais s'il n'est pas vitalisé par un principe énergétique, le corps ne bouge pas, c'est un cadavre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que la science ne reconnaît toujours pas. C'est-à-dire, elle ne reconnaît pas qu'un être vivant qui vient, par exemple, aux urgences, dire voilà, j'ai mal là, c'est un être qui n'est pas un cadavre, c'est un être qui est effectivement un corps, qui est fait comme un cadavre, hein, oui, effectivement, oui, hein, il a de la chair, il a de l'eau, et puis il a de l'air dans les poumons, mais lui, il parle, il bouge, il marche, et il gueule en plus. Bah oui, pourquoi? Bah oui, parce qu'il est vitalisé, il y a quelque chose qui fait que, tiens, le petit pantin, là, il bouge, il move. Ah bah oui, parce qu'il y a une énergie en lui. Et il y en a non seulement pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et ça, je vais vous l'expliquer. Je vais prendre le temps, hein, mais je vais vous l'expliquer. D'accord? Et ça, la science ne veut pas le reconnaître. Elle ne veut pas reconnaître que les êtres humains vivants sont des êtres qui sont vitalisés par une énergie. Ils ne veulent pas le voir. Alors que justement, la médecine chinoise traditionnelle, énergétique, reconnaît avant toute chose qu'avant d'être des corps physiques, nous sommes des corps énergétiques. On parle de l'énergie, en médecine chinoise, on l'appelle le qi, Q-I, le qi. Vous avez déjà entendu parler de ça, le qi? Bon. D'abord, tout est fabriqué d'abord dans l'énergétique. Après, l'énergétique, mes amis, c'est complexe, parce qu'il y a plusieurs formes d'éther. Vous comprenez? Donc, alors, cette histoire de feu, cette histoire d'éther, si on regarde dans l'espace, on ne voit pas, on ne voit rien dans l'espace. On voit du noir,
Et on voit des étoiles au loin qui sont intouchables, puisqu'elles sont à des années-lumière, on ne pourra jamais aller les voir. En tout cas, pas en passant par le cosmos, c'est impossible. On sait que la lumière va à 300 000 km à la seconde, et elle met déjà, pour aller au Soleil, de la Terre au Soleil, elle met déjà presque 8 minutes, hein, la lumière. Hein. C'est-à-dire que si demain le Soleil s'éteignait, on le saurait que 8 minutes après, nous, sur Terre. Pour vous dire que c'est des distances qui sont phénoménales. Quand on sait que la lumière, en une seconde, fait 300 000 km. 300 000 km, presque la distance Terre-Lune en une seconde, la lumière. Et bien, malgré ça, elle met 8 minutes pour aller du Soleil à la Terre. C'est énorme. Les distances cosmiques sont énormes. Mais alors, tu vas me dire, comment est-ce qu'il est possible, puisqu'on est si loin du Soleil, et encore, la Terre est vraiment proche du Soleil par rapport aux autres planètes gazeuses et qui sont de l'autre côté, qui sont loin derrière. Comment est-il possible, et ça c'est une question que je vais vous poser, et là on n'est plus dans le platisme mes amis, hein, on va monter d'un cran. Comment il est possible que la Terre tourne toujours autour du Soleil de la même manière, que chaque année on ait les mêmes saisons, avec les mêmes températures, chose près, hein, ça monte, ça descend, il y a des cycles. Mais comment c'est possible? Par quoi on est attaché au Soleil en fait? Eh bien, si effectivement la Lune tourne autour de la Terre, toujours de la même manière, si la Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour des étoiles sur leur course elliptique, toujours de la même manière, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les attire et qui les retient. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on ne voit pas? Même la science ne la voit pas. Elle ne voit pas. On ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est la gravité. On sait que c'est plutôt la gravitation. Il y a deux choses. Primo, les étoiles sont tellement massives, elles ont une telle masse, que tout ce qui est massif dans le cosmos a ce qu'on appelle une force d'attraction. Tout ce qui est massif va attirer à elle les corps plus petits. En réalité, ce n'est pas qu'elle les attire, c'est qu'ils s'attirent l'un l'autre, mais que le corps le plus gros est celui qui se déplace le moins vite. Donc, en réalité, les corps sont attirés par les masses les plus grosses. La Lune, qui est 4 fois plus petite que la Terre, est attirée par la Terre, qui est 4 fois plus grosse. Nous, on est attirés par le Soleil, qui est bien plus gros que la Terre. Je ne sais plus combien de Terre on pourrait faire contenir dans le Soleil, mais c'est énorme. Voilà. Donc, on est attiré par une masse qui est plus grosse. Alors tu vas me dire, mais pourquoi on ne tombe pas dedans? Pourquoi, si on est attiré, pourquoi on ne tombe pas dans le Soleil? On ne tombe pas dans le Soleil parce qu'en réalité, on a une course. Vous voyez, le Soleil est ici. Nous, on tourne autour comme ça, on est là. On a un plan de l'écliptique, hein, c'est-à-dire que le Soleil est ici en son centre et toutes les planètes sont sur le plan de l'écliptique. C'est-à-dire que toutes les planètes sont alignées au centre du Soleil, en plat. Alors là, tu peux le dire, le système solaire est plat. Il est plat comme une Terre plate. On pourrait dire que le Soleil, il a un système plat. C'est un système tout à fait plat, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et toutes les planètes sont alignées, donc plus ou moins loin, hein, sur ce plan qui part du milieu du Soleil. Alors, c'est assez hallucinant. Alors, tu vas me dire, pourquoi la planète Terre, qui est la 3e planète du système solaire, on a Mercure, Vénus, la Terre, pourquoi est-ce qu'elle tourne autour? Et pourquoi, puisqu'elle est attirée par le Soleil, pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas dedans? Parce que la Terre, en fait, elle a une course également. En fait, si vous voulez, elle a une course qui va tout droit. La Terre, elle a une course qui va tout droit. Admettons que le Soleil soit là et que la Terre aille de moi à vous. Elle va comme ça, la Terre. Vous voyez? Comme le fil du balancier. Mais elle est attirée par l'attraction solaire, ce qui fait que, hop, elle tourne. Et en fait, elle est à une distance qui fait que l'attraction solaire est la même au niveau de la force que sa vitesse, qui fait que on ne tombe pas vers le Soleil, on tourne autour de lui en permanence. La Terre pourrait s'échapper. Si demain, le Soleil n'avait plus de force gravitationnelle, on s'échapperait du Soleil. La Terre finirait par ne plus tourner, mais par partir. Il y a une autre chose qui rentre là-dedans, c'est la relativité générale. La relativité générale nous explique que le cosmos, l'espace, semble être un genre d'océan gigantesque, imperceptible, alors qu'en fait, s'il y a un plan de l'écliptique, sachez que si ça existe dans le physique,
Ça existe dans l'énergétique. Eh bien, le plan de l'écliptique vous explique que notre système solaire est posé sur un treillis éthérique, donc d'énergie, qui est plat. Et en fait, le plan de l'écliptique, c'est justement le treillis éthérique qui parcourt le système solaire. C'est comme une toile, si tu veux, une toile tendue, et au milieu de la toile, il y a l'objet le plus massif. L'objet le plus massif d'une toile tendue, c'est le soleil. Vous avez imaginé une toile qui est tendue, et au milieu, vous avez le soleil, donc qui va faire un trou, et ce qui fait que les planètes qui, elles, veulent s'échapper de ce trou, sont récupérées par cette espèce de cuvette qui est formée par la masse solaire. Et ce qui est marrant, c'est que chaque planète a également, elle aussi, sa masse, et va aussi attirer des corps qui vont également tomber dans son rayon d'attraction. C'est extraordinaire. Et tout ça, il n'y a pas de hasard, mes amis. Il n'y a absolument aucun hasard. Hein. Ça ne se fait pas de manière aléatoire. Voilà. C'est parce que ça existe dans l'éthérique que ça se représente comme ça avec nos yeux physiques. Ce qui veut dire que la nature du cosmos, elle est purement et vraiment énergétique et elle est vraiment éthérique. Le cosmos est de l'éther. C'est une toile, c'est un treillis éthérique qui est vierge par endroits, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'astéroïdes, il n'y a pas de planète, il n'y a rien du tout. C'est une toile vierge, comme ça. Et quand il y a une galaxie, ça fait un énorme trou, ça fait un énorme système gravitationnel. Une galaxie, c'est gigantesque. Mais la toile, si tu veux, éthérique, elle est là partout, de manière latente. Et lorsque une conscience veut s'extérioriser, c'est-à-dire lorsqu'elle veut s'incarner dans ce plan cosmique, dans notre plan physique, qu'elle décide de se construire un corps physique, car pour pouvoir venir vivre une expérience sur le plan cosmique, dans celui dans lequel on est nous, là, aujourd'hui, si une conscience veut venir pour vivre une expérience dans ce plan de noirceur qu'est notre cosmos, rempli à 96% d'obscurité, il faut le rappeler, 4% de lumière dans le cosmos. Bien, quand une grande conscience décide de s'incarner, qu'est-ce qu'elle va faire? Tiens, je vais vous poser une colle, tiens. Quand une grande conscience décide de s'incarner dans le cosmos, dans le plan physique cosmique, celui dans lequel on est, c'est-à-dire dans notre espace, dans notre cosmos, sur le treillis du cosmos. Quand une grande conscience décide de s'incarner, qu'est-ce qu'elle fait? Allez-y, je vous écoute. Non, mais on va voir si vous suivez. Vous écoutez. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se manifeste, très bien, mais comment? Comment elle se manifeste? Je lis le chat aussi sur TikTok. Elle ne se transforme pas. Elle se manifeste, c'est vrai, mais comment? Je parle d'une conscience qui désire venir vivre une expérience, une incarnation dans notre plan. Comment fait-elle? Elle s'illumine. Un peu simpliste. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une grande conscience? Une grande conscience, pour moi, c'est une étoile. Hein, parce que les planètes, les étoiles, c'est des consciences. Hein. Donc, prenons la conscience d'une étoile. Une étoile désire venir former une proto-étoile dans la toile cosmique vierge. C'est-à-dire, elle choisit un endroit où il n'y a rien. Peut-être elle va se former dans une galaxie existante déjà, souvent d'ailleurs, et elle va décider de s'incarner dans une galaxie. D'accord? Donc, comment va-t-elle faire pour créer son corps? Son corps, c'est une étoile. Elle crée son corps énergétique. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer dans le physique? Alors, il va se passer un phénomène que les scientifiques savent reconnaître, mais n'ont jamais compris à quoi ça servait. Elle va créer un mouvement rotatoire, avant toute chose. Il y a un tourbillon de force qui va se faire. Ce tourbillon de force va, en fait, au lieu de repousser les molécules et les atomes, va les agréger. Ce tourbillon de force, il vient justement d'une volonté.
La volonté, elle ne vient pas du cosmos. La volonté, elle vient de plans internes, qui sont des plans énergétiques, des plans de pensée, des plans créatifs. On parle d'une grande conscience, on parle d'une étoile. Hein. Elle va former ce qu'on appelle une proto-étoile, mais avant de former une proto-étoile, elle va créer un système rotatoire, c'est-à-dire elle va créer un maelstrom. En créant ce maelstrom, il y a les atomes qui vont commencer à être attirés, parce que ça crée justement une force d'attraction. Parce que ce maelstrom va faire justement une cuvette dans le treillis, dans la toile. Ce maelstrom crée une cuvette, et cette cuvette va attirer les atomes qui vont former des molécules. Vous voyez? Et comme c'est une intelligence et une volonté qui est derrière tout ça, hein, qui crée ce mouvement rotatoire, eh bien, une fois que ces atomes s'agrègent, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ça crée une proto-étoile, puisque ça crée du gaz, parce que c'est les molécules de gaz qui s'assemblent, et les molécules de gaz, avec la vitalisation par l'énergie éthérique, ça finit par créer d'abord de la chaleur, 2 yeux. Qu'y a-t-il après la chaleur? Qu'y a-t-il après la chaleur sur le spectre lumineux? Il y a quoi? Infrarouge d'abord, et après, d'abord il y a chaleur, et après il y a... Après la chaleur, il y a quoi? Après la chaleur, il y a... Non, il n'y a pas de l'eau. Ben oui, il y a la lumière. Vous avez jamais fait attention à ça? Vous avez jamais eu un chauffage à quartz, vous savez, avec les tubes de quartz? Tu appuies, puis ça, tu sais, ça commence à chauffer, et puis à un moment donné où c'est très chaud, ça devient rouge, et puis ça fait un infrarouge. T'as jamais vu ça? Les lampes à quartz, tu sais, qui chauffent. À l'époque, on chauffait les salles de bain avec ça, on avait rien d'autre. On tirait sur une corde, et puis il y avait les tubes de quartz qui commençaient à chauffer, ça faisait un peu de chaleur. Au début, ça faisait de la chaleur, mais pas de lumière. Et plus c'était chaud, plus ça devenait d'un coup orange, et puis rouge intense. Vous vous rappelez de ça? D'abord, donc je vous réexplique, mes amis, le principe de la fréquence. D'accord? Je vais vous l'expliquer hein, vite fait. Là, on n'est pas dans le platisme. Hein. On n'est pas dans le platisme, les gars. Hein. Bon. Alors, on va réexpliquer le système des fréquences. Putain, quand est-ce que je vais arrêter mes conneries? Alors, donc. OK. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, j'ai détendu ma grosse corde, la plus grosse. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas à la caméra, mais j'ai vraiment détendu encore. Voilà. Voilà. Là, je la détends à 40 Hz. C'est-à-dire qu'au niveau de l'oreille humaine, on n'entend plus l'infrabasse. Pourtant, elle vibre. Elle vibre, regardez bien. Voilà, vous la voyez? Elle vibre et elle crée un son vraiment très grave qui fait que si je la descendais un tout petit peu, il n'y a plus que les éléphants qui peuvent percevoir la fréquence. Vous voyez? Non, vous ne venez pas sur mon live. Il n'y a plus que... Voilà, si je l'attendais encore un peu, je la détendais un peu, il n'y a plus que les éléphants qui peuvent entendre l'infrabasse. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la retendre. Si je tends, c'est-à-dire si j'augmente la fréquence, écoutez bien, vous pouvez acheter un oscillateur, hein, vous allez comprendre ça. Ça c'est très simple à comprendre. Donc, vous allez retendre cette corde, vous allez augmenter la fréquence. Plus on va la tendre, plus elle va vibrer vite. Plus on va augmenter sa vibration, plus la corde vibre vite, plus le son devient aigu. N'oubliez pas, mes amis, que dans la Genèse, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Mais vous pouvez aussi interpréter « Au commencement était le son ». Car c'est d'abord le son qui crée les formes intelligentes.